Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Covidés, nouvelle espèce de Covidien. Alors c'est le second live de Courant Constructif. On va parler de l'économie qui va inverser le réchauffement climatique, donc on va faire une approche. Là j'attends de voir qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait quelqu'un. On va attendre quelques secondes, que quelqu'un se signale. Pour le moment, il n'y a pas foule. Ça a l'air de venir. Bon, eh ben voilà, on espère qu'il y en ait d'autres, qu'il y en ait d'autres qui arrivent, hein. Ah, c'est voilà, peut-être qu'ils ont eu d'autres choses à faire. Et donc, ma foi, on fera comme la fois précédente. Euh, les gens pourront toujours voir le replay. Alors, je commence par. Pourquoi je. Moi, j'ai un problème ici parce que je ne reçois pas les. Apparemment, je ne reçois pas les commentaires. Il y a eu des commentaires sous la vidéo et je n'ai pas les commentaires en direct. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, je ne vois pas les questions. Comment je vais pouvoir faire pour voir les questions? Euh, Bon, ben voilà, ben, je viens sur le groupe et ma foi, je verrai les questions. Je verrai les questions sur le groupe. Apparemment, le Facebook a changé le système de live. Et donc, ben, il y a un bug. Voilà. Ça fonctionne tout simplement pas. C'est, Est-ce que quelqu'un voudrait taper n'importe quel commentaire pour que je vois si ça s'actualise en temps réel? Parce que là, ça marche pas. Taper n'importe quoi et que je puisse voir si ça crée un message. Ok, nickel. Bon, ben merci Mireille. Ok, eh ben on va commencer par toi. Alors je voulais basiquement répondre aux questions au travers du flux de mon propos, hein. Donc ça veut dire les intégrer dans mon propos. Mais il y a des questions qui impliquent quand même un minimum de réponses que je ne peux pas intégrer. Et donc on va on va commencer par les questions, on va les approcher. Et puis Jérémy m'a partagé deux commentaires que je vais vous lire et que je vais vous commenter. Ensuite, je passerai à une petite introduction pour que vous compreniez l'évolution de l'économie, puis j'entrerai dans le vif du sujet. Alors, question de Mireille. Y a-t-il un lien entre le coronavirus et le réchauffement climatique? Je vais y mettre mes jumelles parce que j'ai un peu de peine à lire, même si vous avez vu que j'y arrivais. Alors, je ne suis pas scientifique, mais la réponse est non. Il n'y a pas de lien direct entre le réchauffement climatique et le coronavirus. Par contre, le réchauffement climatique et le coronavirus ont les mêmes causes des activités humaines. C'est-à-dire que c'est notre comportement sauvage vis-à-vis de la vie sauvage qui induit le réchauffement climatique et qui induit le développement des zoonoses qui vont se multiplier dans l'avenir tant qu'on n'aura pas réparé un peu les dégâts. Voilà. Donc il y a un lien indirect dans la mesure où ils sont cousins. C'est la même cause, mais on a vu que ça, alors c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Le coronavirus n'est pas soumis au climat. Il y a aucune. Là, il fait beau, hein. Certains présumaient qu'avec le printemps, peut-être que. Ben non, non, rien du tout. Le coronavirus n'est pas saisonnier, il n'est pas soumis au climat, la température ne le dérange pas vraiment. Satyavir, quelles seront les conséquences géopolitiques du déploiement des renouvelables et du CCU?
Alors ça par contre, ça fait partie du flux, c'est-à-dire que la réponse sera donnée dans le courant du flux, parce qu'effectivement les énergies renouvelables et le CCU ont la caractéristique d'apporter des conséquences, d'induire des conséquences géopolitiques et géostratégiques majeures, radicalement opposées à celles du pétrole. Euh, et donc ça, on va le voir. Satyavir, des exemples concrets de ce qu'on peut faire en termes de valorisation du carbone atmosphérique. On va en parler, hein, puisque c'est le socle de l'industrie du XXIe siècle. Pascal, arrêtons cette mondialisation à tout va. C'est plus une affirmation qu'une question. Euh, alors, arrêter la mondialisation, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, c'est la mondialisation. Il faut quand même comprendre que c'est la réponse diplomatique à la guerre. C'est-à-dire que c'est la réponse de la civilisation aux situations perpétuelles de belligérance qui prévalaient jusqu'à ce qu'on introduise la mondialisation. La mondialisation et le libre-échange sont des piliers qui font qu'au au lieu de se foutre sur la gueule, eh bien, on négocie. Voilà. Et la mondialisation a ceci de particulier que son objet est de partager les échanges économiques en créant de nouveaux échanges économiques continuellement de manière à élever les émergents. Et la mondialisation, on, on peut faire preuve de toute la mauvaise foi du monde que l'on voudra. Le fait est concrètement qu'en 25 ou 30 ans maintenant, elle a sorti des centaines et des centaines de millions de gens de la pauvreté, de la misère. Elle a porté l'accès à la santé à des centaines de millions de gens. On vaccine massivement des gens grâce à la vaccination, grâce à la mondialisation. Chaque année, c'est quelque chose comme 700 millions de vaccins qui sont distribués. Rien que celui de la polio, on a réussi à littéralement éradiquer la polio, hein, dans des pays où elle sévissait encore. Chez nous, elle n'existe plus, elle relève du passé. Dans d'autres pays, elle sévissait encore, et là, elle est considérée comme quasiment éradiquée grâce à la mondialisation. La mondialisation a aboli la grande famine. Quand j'étais gamin, on était gavé d'images d'Éthiopiens qui crevaient de faim. Et c'était une famine structurelle, c'était pas une famine de guerre. On a vu les mêmes images au Yémen, mais au Yémen, c'était une situation de guerre. Là, c'était vraiment une famine structurelle, c'est-à-dire que les gens n'avaient rien à bouffer à part des gâteaux à la boue. C'était quelque chose d'atroce et la mondialisation y a mis fin. Voilà, c'est sans jeu de mots, hein. Donc cette grande famine est terminée, même si elle n'a pas encore résolu même si elle n'a pas encore résolu la fin dans le monde, pas totalement évidemment. Peut-être qu'on y arrivera jamais totalement, c'est possible. Mais dans l'immédiat, il y a des avantages à la mondialisation. Alors, il faut mettre fin aux dérives de la mondialisation qu'on connaît. On ne va pas les énumérer ici, hein, c'est pas l'objet. Mais ces dérives, eh bien, on en prend conscience au travers de la crise qu'on vit maintenant. Il en est question partout dans les médias. Et donc, ces dérives-là, évidemment, on doit les maîtriser. La corruption représente 6% de l'économie mondiale. C'est quelque chose de colossal. C'est des milliers de milliards qui, chaque année, partent dans des poches qui ne sont pas les bonnes, qui ne vont pas là où ils devraient aller. Et donc, ça prive l'humanité d'une grosse part de développement. La spéculation aussi sur l'alimentaire. On parlera de cette spéculation parce que elle est un élément essentiel de la correction de la faim dans le monde. Cédric, quels sont les personnages publics permettant d'influencer les masses sur l'importance de ce basculement? Gates, Bezos, Aldrin, Musk. Bon, ben Cédric, apparemment, tu as des questions, hein. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, hein. Richard Branson, par exemple, qui est le premier à vouloir des avions électriques. On a aussi chez EasyJet, ils veulent être les premiers à utiliser des carburants neutres. Ou bien c'est le contraire. C'est EasyJet qui veut des avions électriques et Richard Branson veut des carburants neutres. Du carburant neutre, c'est-à-dire produit à base de CO2. Et donc, je veux dire, c'est des gens qui dépensent des fortunes pour contribuer à la baisse des émissions de carbone de l'aviation et qui voient l'avion dans l'avenir comme étant non seulement carbone négatif, mais carbone zéro, mais carbone négatif. C'est-à-dire que chaque avion qui volera, ce sera du carbone en moins dans l'atmosphère. Alors c'est contre-intuitif, mais ça aussi on va le voir
sur cet épisode, parce que c'est ça l'industrie du XXIe siècle qui va décarboner l'atmosphère. Greg, sera-t-il possible un jour de trouver une solution technologique permettant d'éliminer efficacement le surplus de dioxyde de carbone de l'atmosphère, ou bien est-ce que des idées sont déjà en réflexion ou conception? Alors ça, on en parlera. Le dioxyde de carbone, c'est le pétrole du XXIe siècle. C'est-à-dire que le XXIe siècle va reposer, sa croissance va reposer sur l'absorption du CO2, exactement comme le XXe siècle a reposé sur le pétrole. On peut faire avec le dioxyde de carbone tout ce qu'on faisait avec le pétrole, et plus. On peut faire des tas de choses avec le CO2 qu'on ne pouvait pas faire avec le pétrole. Le pétrole qui devient de moins en moins rentable, alors que le CO2 devient de plus en plus rentable. Et il y a des tas et des tas de technologies. Il y a au moins 100 technologies aujourd'hui qui sont fonctionnelles pour capter le CO2 dans l'atmosphère. Au moins 100 technologies. Et dont certaines ne nécessitent tout bonnement, pour ainsi dire, aucun apport d'énergie. Il y en a même qui permettent de créer de l'énergie. Euh, Thierry, comment se débarrasser de N2O, le protoxyde d'azote, et lui faire retrouver un niveau normal acceptable? Alors la réponse, la question est compliquée, mais la réponse est facile. Le N2O, donc c'est du protoxyde d'azote, il est issu essentiellement de l'agriculture. Et donc, en fait, le fait d'introduire une agriculture de restauration, il y a un hélicoptère qui passe, je pense qu'il doit perturber considérablement la chose. Je vais le laisser passer. C'est un gros, hein, on est proche d'une base militaire et de temps en temps il y a des vols de nuit pour les apprentis pilotes. Alors ils viennent, des fois ils font des manœuvres, ils en font 6 à la suite. Si on est un soir de manœuvre, eh ben, je vais vous dire, le live ça va être difficile. Hein. C'est alors le protoxyde d'azote, donc en fait, ce qui se passe, c'est il dure 120 ans dans l'atmosphère et il est 300 fois plus générateur d'effet de serre que le CO2. En revanche, il y en a des quantités qui sont infinitésimales par rapport au carbone. Donc il est moins gênant s'il reste dans l'atmosphère. Vous voyez, l'hélicoptère est toujours là, hein, il est en train de manœuvrer, fait des petits tours, il va pas rester longtemps. C'est assez difficile, oui. Bon, là, j'aimerais qu'il s'en aille quand même. Là, j'imagine d'ici l'instructeur qu'il est. Alors là, tu vois, ici, tu as le viseur infrarouge, blablabla. Enfin, voilà, mais. Alors, je dis pas, l'apprenti pilote, il doit bien s'amuser en ce moment, mais bon. Et il insiste. Fait du vol stationnaire au-dessus du champ, juste devant la maison. C'est vrai, ça dérange pas tant que ça. Bon, alors je continue. Martin a dit. Ok, donc c'est bon, j'y vais. Alors donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est introduire une nouvelle agriculture qui va moins en émettre, c'est-à-dire une agriculture de restauration, pas de conservation. Aujourd'hui, nous faisons une agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, c'est pas une agriculture écologique, c'est une agriculture qui détruit moins l'environnement, qui permet de continuer, d'espérer continuer les cultures. En introduisant une agriculture de restauration des sols, on va réduire les émissions de ce protoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote sont absorbés par les plantes, pas le protoxyde d'azote. En revanche, le protoxyde d'azote, industriellement, il a un usage. C'est-à-dire qu'on utilise le protoxyde d'azote dans des préparations médicamenteuses ou ou dans le traitement du calcaire pour le transformer en 3 polymorphes qui ont des utilisations chimiques dans l'industrie chimique.
Mais les quantités sont tellement infinitésimales que même si la totalité du protoxyde d'azote industriel était issue du captage dans l'atmosphère, ça changerait en réalité pas grand-chose. Donc je veux dire, c'est pas par l'industrie qu'on va réduire le protoxyde d'azote. Par contre, pour répondre à la question, on peut le résorber la même chose que le CO2, en fait. Par le même processus qui permet le captage du CO2, on peut capter aussi le protoxyde d'azote et le méthane, qui donc donne aussi de l'énergie. Donc c'est une question de dispositif industriel, et peut-être que ça se fera, mais là, la rentabilité est en jeu, hein, quand même, clairement. Hein. Ça veut dire que ça peut coûter cher pour l'extraire, pour un produit qui est quand même finalement assez vil. Mais donc la solution consiste à ne plus en émettre, et puis laisser le tassement le réduire, et dans 120 ans, il n'y en aura plus du tout. Voilà. Une question récurrente au sujet des ENR. Sont-elles vraiment intermittentes? Eh bien ça, c'est une question de John, et je ne suis pas sûr que ce soit le thème, vraiment le thème de ce soir. Le thème suivant, ce sera l'inclusion de la population dans cette nouvelle économie, parce qu'elle sera évidemment beaucoup plus démocratique. Donc ça veut dire comment vivront les gens dans un monde qui ne sera plus systématisé par le travail. Euh, et le suivant, ben, on parlera probablement des énergies. Mais j'essayerai, si j'ai le temps plus tard, là, d'intégrer un peu de ça, parce que le fait même de cette intermittence prétendue des énergies renouvelables est source d'une nouvelle industrie qui contribue donc à la lutte contre le réchauffement climatique. On est dans cette lutte systémique contre le réchauffement climatique. Maintenant, citation. Alors vous verrez que c'est ce genre de citation, vous les avez lues quelque part, vous avez lu des conneries du genre. Hein. Nous vivons une décroissance subie et non pas choisie. Une décroissance choisie pourrait organiser la réappropriation équitable de la production de valeur dans un modèle de production soutenable pour le vivant. La croissance verte, durable et technologique que vous appelez de vos voeux, ainsi que tous les autres partis politiques, soyons honnêtes, est contraire aux lois de la physique. La crise du Covid n'en est qu'un des nombreux et de plus en plus fréquents symptômes. Changement climatique, pic énergétique, dégradation des sols, déplétion des ressources, stress hydrique, extinction de masse, etc. Et l'argument de la ruée en avant technologique est dans le meilleur des cas de la naïveté, dans le pire des cas de la mauvaise foi. Prenez 5 minutes pour vous renseigner sur l'effet rebond et sur le paradoxe de Jevons, et vous comprendrez assez rapidement que la transition énergétique et la technobéatitude sont des vastes blagues qui nous envoient droit dans le mur. Alors, déjà, parler de croissance verte, ça c'est de la fumisterie. La croissance n'a pas à être verte ou pas verte. La croissance, c'est qu'une notion, elle repose sur une valeur. La croissance repose sur ce sur quoi on la fait reposer. Point. Rien de plus, rien de moins. Elle n'est ni verte ni quoi que ce soit d'autre. Et durable et technologique, c'est pas la croissance qui est durable et technologique, c'est l'industrie. Et donc à partir de là, alors vous me direz c'est de la sémantique, mais à partir de là, forcément, quand vous pensez croissance durable, vous vous dites c'est de la fumisterie, et donc ça veut dire que vous démolissez ainsi tout le reste de la réflexion, et donc par conséquent vous n'y croyez plus. Donc c'est important de faire bien la distinction. La croissance, ce n'est que du pognon. C'est juste du pognon. Et la croissance, donc par définition, elle est illimitée. Voilà. C'est rien de plus, hein. C'est juste de l'argent. Hein. Si vous valorisez le nombre de moustiques, si l'humanité décide de valoriser le nombre de moustiques dans les mares, et ben voilà, on multiplie les moustiques et on a de la croissance. Donc la croissance, c'est quelque chose, c'est juste un instrument de mesure. Alors, contraire aux lois de la physique. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base. Mais en fait, c'est même le contraire. Vous allez voir plus tard que non seulement on est dans les lois de la physique, mais qu'en plus, c'est les lois de la physique qui vont nous sortir de l'ornière du réchauffement climatique. Ensuite, alors, changement climatique, pic énergétique, dégradation des sols, déplétion des ressources. Il n'y a pas de déplétion des ressources. C'est pas vrai. Il faut sortir de cette idée. Il y a la déplétion des ressources que nous utilisons au XXe siècle.
La déplétion des ressources, ça nous impose simplement soit d'en trouver de nouvelles, soit d'en changer, soit d'apprendre à nous en passer. C'est pas parce qu'il y a une déplétion des ressources que c'est ça qui va générer de la tension. Et vous verrez plus tard comment c'est possible. Ensuite, le gars nous parle de l'effet rebond et le paradoxe de Jevons. Eh bien justement, ça tombe bien, on compte sur l'effet rebond et sur le paradoxe de Jevons pour lutter contre le réchauffement climatique. L'effet rebond, ça veut dire la conséquence négative de ce que nous allons entreprendre. C'est-à-dire que quand on dit que l'industrie va inverser le réchauffement climatique, il va y avoir un effet rebond. Et l'effet rebond, ben, ça va être quoi dans le cas présent? Ben, ça va être la baisse du carbone dans l'atmosphère. Ça devrait être supportable, hein, à mon avis. Hein. Et quant au paradoxe de Jevons, c'est le fait que plus on consomme une ressource et plus on va consommer de la ressource. C'est-à-dire que cette ressource sera consommée de plus en plus au gré qu'on va s'enfoncer dans cette industrie. Ça tombe bien. Là, le gars, il est ni plus ni moins qu'en train de s'inquiéter pour les quantités de carbone atmosphérique qu'on pourrait consommer. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je rassure tout de suite cet auteur que je ne connais pas, qui est anonyme. D'après le GIEC, le carbone, on n'en manque pas. Hein. Il y en a assez dans l'atmosphère. Hein. On peut en prélever un petit peu, il n'y a pas de souci. Qui que tu sois, je te rassure tout de suite, il n'y a pas de crainte. Hein. Plus on en consommera, mieux ça vaudra. Hein. Voilà. Donc, maintenant, alors, citation. Attendez, je vais passer à la citation. Je vais vous lire une autre citation. Comment pouvez-vous donc à ce point confondre récession et décroissance? Est-ce réellement un manque culturel ou de la pure mauvaise foi? La décroissance ne signifie pas du tout l'arrêt total des échanges. La décroissance prend simplement en compte la limitation des ressources planétaires, rendant la théorie de la croissance infinie caduque. C'est aussi simple que cela. Une décroissance raisonnée serait en effet non souhaitable pour vous en tant que keynésien, car cela remettrait bien trop en question ce que vous croyez être la vérité depuis trop longtemps. Votre ego surdimensionné ne le supporterait pas. Donc je précise que c'est pas à moi que ça s'adressait. C'est un politique belge, c'est sur la page d'un politique belge que ça a été publié, un individu qui est libéral et qui a une vision très proche de la nôtre. Donc le commentaire, il est pertinent. Alors, il y a un vrai paradoxe là-dedans. Je pense que vous l'avez tous lu, ce genre de commentaire. Mais oui, ça veut dire que si on prend en compte la limitation des ressources planétaires et puis qu'on remet la théorie de la croissance infinie caduque, qu'on rend la théorie de la croissance infinie caduque, c'est donc bien de la récession, évidemment. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de ressources, et donc on a de la récession. Parce que ça veut dire qu'on a moins de croissance. C'est simple, hein, voilà. La récession, il faut la définir comme telle. Il faut accepter un terme. Le mot croissance, vous pouvez le remplacer par développement sociétal. Je prends toujours l'exemple d'une automobile. Vous achetez une automobile. Vous avez juste le capital qu'il faut pour acheter une automobile. Ou vous ne l'avez pas, puis vous avez créé de la dette. Et dans ce cas-là, vous aurez des intérêts à payer. Mais disons que vous avez eu l'argent pour la payer. Vous achetez votre voiture et votre revenu représente, disons que vous êtes à 1% de croissance, ça vous apporte un revenu de quoi, juste de quoi assumer la voiture. Vous payez l'assurance, vous payez de quoi la faire rouler. La voiture, elle va tomber en panne à un moment donné. Ça sera un pneu qui va éclater, ce sera le moteur qui va casser, ce sera le réservoir qui sera vide. Vous n'avez pas l'argent pour la faire rouler plus loin. À 1,5% de croissance, vous allez pouvoir assumer le petit entretien. Vous allez faire le plein, vous allez peut-être changer les pneus. À 2% de croissance, vous pouvez réparer votre voiture. S'il y a de la casse, si le moteur casse, vous allez pouvoir le changer. Et donc vous allez continuer à rouler. À 2,5% de croissance, vous allez entretenir votre voiture, vous allez l'améliorer, vous allez la repeindre, vous allez lui poser un autoradio, vous allez lui mettre des sièges sport. Voilà, c'est ça la croissance. Vous reportez ça sur la société et vous comprenez ce que le terme manque de croissance implique, sans même parler de récession. Considérant l'inflation,
à 1% de croissance durablement, il y a régression obligatoirement. C'est obligé. C'est-à-dire que l'État n'engrange plus ce qu'il lui faut pour assumer le service public. Ça se traduit en augmentation de la mortalité infantile, en baisse de l'espérance de vie des déciles les plus bas, en explosion de la misère, en creusement de l'inégalité, etc., etc. À 1% de croissance durablement, il y a récession en réalité en raison de l'inflation. Excusez-moi. Et donc, ça fait que on ne peut pas se limiter à ce que la nature peut nous apporter, parce que déjà la nature, seule, en se limitant aux capacités de la nature, nous ne pourrions plus assumer 8 milliards d'êtres humains. Parce que quand je dis 8 milliards d'êtres humains, c'est pas une question de nourriture. C'est pas beaucoup disent oui, la nature si c'était bien équilibré, on pourrait nourrir 12 milliards d'individus. Oui, même 15 milliards, c'est vrai. Seulement voilà, la vie, c'est pas fait que manger, hein. C'est pas que bouffer, hein. Il y a d'autres choses. Il y a de la promiscuité, il y a de la qualité de vie, il y a des besoins annexes, du divertissement, du loisir. Et donc, ça fait que c'est simple. La nature ne peut pas répondre aux besoins de 8 milliards d'individus. Et si aujourd'hui nous avons réussi, quand je dis nous, c'est l'humanité, à atteindre ce chiffre qui a l'avantage de garantir la pérennité de l'humanité, au début du XXe siècle, l'humanité était menacée. Jusqu'au début du XXe siècle. La mortalité infantile était élevée, les femmes mouraient en couches, il y avait des maladies, hein, rougeole, polio et consorts. Et donc ça fait qu'il fallait faire des ribambelles de gamins pour espérer en avoir deux à l'âge adulte, qui arrivent à se reproduire. Et puis donc l'humanité a lutté comme ça depuis des milliers d'années. Jusqu'au jour où on a réussi à franchir ces murs, et l'humanité a acquis une masse, un seuil critique, a atteint un seuil critique, où elle n'est plus menacée. Mais ça, c'est grâce à la croissance, à la technologie, à ce que la nature ne peut pas apporter. On a exploité non seulement la nature d'un côté, mais on a créé de plus en plus de choses. Et là, pour la première fois, au XXIe siècle, l'humanité est sur le point d'accéder à la capacité de produire ce qu'il lui faut, c'est-à-dire de le fabriquer, de le synthétiser. Jusqu'à présent, l'humanité était confrontée justement aux limites de la nature et les a subies pendant très longtemps, et là, c'est plus le cas. Nous sommes la préhistoire de la civilisation. C'est maintenant que l'aventure humaine commence, parce qu'enfin l'humanité a acquis la capacité de répondre à ses besoins. Et donc cette notion de décroissance qui ne serait pas de la récession, c'est d'une absurdité technique sans nom. Je veux dire, c'est du gargarisme, voilà, mais c'est évidemment absurde. C'est ou bien on a de la décroissance et donc de la récession, ou bien on a de la croissance. C'est ou l'un ou l'autre. Et la croissance n'a rien à voir avec la consommation de ressources ou la pollution ou quoi que ce soit. Et donc maintenant, voilà, alors maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. Maintenant j'aimerais vous faire comprendre quelque chose que vous n'avez sûrement jamais réalisé. L'économie a évolué au fil de l'histoire. Jusqu'à au début, donc il y avait des chasseurs-cueilleurs, hein, puis il y a eu des agriculteurs, des potiers, et ensuite il y a eu des outilleurs, il y a eu des guerriers, etc., etc., etc. Donc la société s'est complexifiée, le nombre de tâches a augmenté continuellement, jusqu'à finalement arriver à construire des machines au XIXe siècle. Et donc là, on voit les machines, c'est la société de l'industrialisme. Et quand on voit les machines, on se disait l'humanité construisait des machines. Non, c'est pas vrai. C'est pas les machines qu'elle construisait. Quand une entreprise achetait une machine à une industrie de fabrication de machines, l'industrie de fabrication de machines ne lui avait pas vendu une machine. Et l'industrie qui l'a acheté n'a pas acheté une machine. C'est de la puissance qu'elle a acheté. C'est de la force qui n'existait pas avant. Et c'est crucial, parce que il faut se remettre dans le contexte. Au début du XIXe siècle, il y a eu le chemin de fer. Le chemin de fer n'aurait pas été possible avant ça. Pourquoi? Parce que sans ces machines, on ne pouvait pas réaliser les pièces nécessaires à la construction d'une locomotive. Vous prenez une roue de locomotive ou de wagon, simplement une roue. Avant qu'il existe des pilons qui avaient des forces de plusieurs tonnes, puis qui sont capables de taper sur la matière, banque, banque, banque pour la travailler. Si vous allez sur YouTube
Vous tapez forge industrielle, vous allez voir des ouvriers qui manipulent des pièces de 300 kilos avec un pilon qui tape dessus. Ensuite, ils retournent la pièce et la pièce, ils la mettent en forme. Elle est forgée, elle est rougeoyante. Puis petit à petit, elle prend une forme. Et une fois qu'elle a pris sa forme définitive, on va l'amener à l'atelier de finition qui va la tourner. Et ça va devenir une roue. Avant qu'on ait pu acquérir cette capacité de faire, de modeler comme ça la ferraille, de forger l'acier, eh bien, il fallait couler. Il aurait fallu couler la roue. Il aurait fallu faire un moule et couler la roue, et donc elle aurait cassé, tout simplement. Donc, je prends cet exemple, mais évidemment, il est valable pour des tas d'autres choses. Et donc, ça fait que, à partir du 19e siècle, on a pu envisager le train. Avant, on pouvait juste envisager des calèches avec des roues en bois qui cassaient souvent. Les diligences, elles avaient une ou deux roues de rechange sur le toit parce que c'était très courant de devoir en changer. Il suffisait de taper un caillou et c'était fini, hein. La roue était cassée. Et donc, on pouvait pas imaginer de faire un train, ou alors on aurait pu bricoler un petit truc, je veux dire, voilà, des wagonnets dans les mines, mais pas de quoi transporter des milliers de tonnes. Pas à l'échelle du train tel qu'on le connaît. Et donc, l'arrivée de cette puissance a permis d'envisager la construction d'éléments beaucoup plus technologiques. Et c'est ça la réalité. Donc, le 19e siècle a été celui de la puissance. On vendait de la puissance. Mais cette puissance, la fabrication de cette puissance n'apportait du développement qu'à une infime fraction de la population. Au 19e siècle, 80% de la population vivait toujours dans la campagne. Il y avait très peu de gens qui étaient montés en ville. Ce qui a fait monter en ville les gens, c'est que grâce à ces machines qui produisaient de la puissance, on a pu produire des machines agricoles plus précises, hein, des moissonneuses-batteuses par exemple. C'est-à-dire qu'on mettait, soit la machine était tractée par des chevaux, soit elle était stationnaire, et puis on allait faucher, et on mettait tout dedans, et ça séparait le grain de la paille. Ça permettait de faire à 4 personnes, ce qui nécessitait 35 personnes avant. Et donc ça a fait qu'on a désœuvré les ouvriers, qui sont finalement montés à la ville pour chercher du travail dans les usines qui fabriquaient ces machines agricoles. Retenez bien ce passage. On a désœuvrer les gens dans leur nature, dans leur ferme, qui sont partis à la ville pour gagner un salaire à fabriquer les machines qui les ont désœuvrés. C'est important parce que vous allez voir que on retombe dans ce même schéma aujourd'hui. Au XXe siècle, on est passé à la société du productivisme, de consumérisme. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une population qui était devenue, qui était montée à la ville, qui est devenue plus instruite, qui était capable de choses, hein, qui était capable d'autre chose, et dont et dont la pauvreté était encore colossale. Et pour résoudre cette pauvreté, il fallait que tout le monde travaille. Pour que tout le monde travaille, il fallait fabriquer en chaîne. Pour fabriquer en chaîne, il faut faire des biens de consommation qui coûtent pas trop cher, qui soient accessibles au commun des mortels qui les fabriquent, et qui durent pas trop longtemps parce que pour qu'ils puissent les refabriquer de manière à avoir toujours du travail. Et ça a marché. Ça a donné la société du consumérisme qui a élevé la population plus en 50 ans qu'avant, depuis l'apparition du premier hominien sur Terre. C'était donc la société du productivisme. Nous arrivons au XXIe siècle, où là la richesse a été créée, où la technologie permet désormais de suppléer l'humain, et donc d'apporter un nouveau rôle à l'humain, de lui donner une nouvelle fonction. Alors que la production sera toujours assumée par des robots, par des machines, par de l'automatisation. Et donc l'humain devient une nouvelle couche socio-économique productive au travers de son interactivité. On arrive dans la société de service. C'est-à-dire que le 19e siècle a reposé sur la fabrication de puissance, le 20e siècle a reposé sur la fabrication d'objets, le 21e siècle va fonctionner sur la fabrication de prestations de services. Nous aurons toujours besoin d'objets, mais comme ces objets n'auront plus besoin d'offrir du travail à tout le monde, il ne sera plus nécessaire qu'il y ait une production de masse autour d'eux.
nous pourrons nous contenter de produire ce dont l'humanité a besoin. Moins d'objets, de meilleure qualité, plus chers, de sorte à maintenir la valeur, qui dure plus longtemps, mais qui ne génère pas d'emploi, ou très peu d'emplois. Beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas. Et donc, nous entrons dans le secteur du service. Mais le secteur du service, aujourd'hui, la société de service, quand on parle de la France, on dit qu'elle a une économie de service. La France construit toujours des voitures à la chaîne, avec des ouvriers. Alors, c'est des chaînes plus modernes qu'à l'époque, mais on les construit toujours comme en 1950. Hein. Donc, c'est pas qu'une société de service. Et puis, les services en question ne sont pas tous du tertiaire au XXIe siècle. Parce que c'est ça la notion. La société de service vers laquelle nous allons est une société de prestations interactives. C'est une société du revenu contributif. Et donc ça induit tout un tas d'autres composantes qui font que nous allons avoir une industrie qui, reposant sur d'autres socles, sera beaucoup plus écologique. En quoi va-t-elle être plus écologique? Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors d'abord, je vais répondre du coup aux questions de Satyavir et de Greg. Voilà. Donc là, nous avons déjà tout un tas de technologies qui existent pour extraire le CO2 de l'atmosphère. Avec ce CO2, on peut faire des tas de choses. Ça crée une nouvelle industrie, un nouveau métier, mais pas toujours avec la même technologie. Parce qu'en fait, il existe des entreprises comme Carbon Clean, Carbon Engineering, Climate Works, Global Thermostat, etc. Il y a une vingtaine d'entreprises aujourd'hui qui sont capables d'absorber le CO2 de manière rentable. Hein. On est en dessous de 100 $ la tonne. Et donc, ça nous fait du carbone qui permet de produire un carburant qui est similaire au prix de celui à base de pétrole. Hein. Donc, c'est relativement concurrentiel, mais on peut faire d'autres choses avec. On peut faire du plastique, on peut faire de la fibre de carbone, on peut faire même de la protéine alimentaire. Il y a des chercheurs qui ont réussi à faire de la protéine alimentaire, des chercheurs belges. Il y a des chercheurs coréens qui ont réussi à produire de l'électricité. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système de batterie qui, en captant le CO2 comme une éponge, produit de l'électricité. Alors c'est assez peu, hein, mais c'est une source quasi illimitée d'énergie. Le MIT a inventé un système de batterie qui nécessite un peu d'énergie pour être alimenté. Pendant qu'on alimente cette batterie, elle capte le CO2, elle le stocke. Puis ensuite, quand on arrête de l'alimenter, elle recrache ce CO2, ce qui permet de le récupérer. Le bilan est légèrement négatif, mais ça consomme très peu d'énergie, puisque l'énergie rendue par l'expulsion du CO2 vient se déduire du bilan nécessaire à l'absorption de ce CO2. Donc ça fait qu'on a un bilan qui est très légèrement négatif, mais on se retrouve avec de la matière pour pas cher. Extraire du pétrole, c'est pas qu'il tombe du ciel. Hein. Faut une quantité d'énergie colossale. Hein. Quand il y a dans un litre de carburant, il y a environ 4 kilowatts d'énergie qui a servi à pomper le pétrole, à l'extraire, ensuite à le pomper dans les pipelines, peut-être à le transporter par pétrolier, puis à le raffiner en raffinerie, puis à le diffuser dans les stations-service. Quand vous faites votre plein de 50 litres dans votre voiture, c'est 200 watts qui s'en vont, hein, 200 watts électriques. Hein. Alors que vous ne les consommerez pas pour rouler ces 200 watts électriques. C'est 200 watts que vous avez gaspillé. Donc le carburant à base de pétrole, c'est pas qu'il est neutre, hein, c'est pas vrai. Donc et en réalité, en captant le CO2, on est au même niveau de bilan. Sauf qu'il existe des technologies de captage de carbone qui n'existent pas alors par contre pour le pétrole et qui donc viennent favoriser son bilan. Des chercheurs ont par exemple inventé des bactéries qui en font du plastique. Techniquement, c'est simple. Elles aspirent le CO2 pour s'en nourrir et elles chient du plastique. Voilà. La conversion est directe. C'est plus simple que ça. Donc, il y a zéro énergie ou presque. Faut peut-être les éclairer. Faut fabriquer les bactéries. Hein, faut les multiplier. Faut les transformer génétiquement. Il y a quelques manipulations. Mais c'est infinitésimal comme énergie. D'autres ont réussi au même procédé à ce qu'elles produisent du méthanol. Donc, du carburant.
conversion directe de CO2 en carburant par des bactéries. Et donc ça fait que si on imagine un mix de toutes les technologies pour capturer ce CO2, il faut faire le bilan global de l'énergie qui était nécessaire par rapport à la tonne. Et donc même si une technologie est négative, mélangée aux autres, la moyenne devient très favorable. C'est CG. Et donc, ça fait que le capturer du carbone aujourd'hui est complètement réaliste. Il y a une bonne centaine de technologies de captage de carbone qui existent. Je ne sais pas si toutes sont rentables, mais même s'il n'y en a que 15, ça suffira amplement. Et donc, on a de quoi faire reposer l'industrie du futur là-dessus. Et c'est crucial. C'est crucial parce que puisqu'on peut fabriquer de la fibre de carbone à partir du CO2. La fibre de carbone aujourd'hui, c'est quelque chose de cher, donc on l'économise. Chez Airbus, ils ont commencé par faire les museaux en fibre de carbone. Puis ils ont appris à faire les ailes en fibre de carbone. Mais ça coûte très cher, alors ils font pas encore la carlingue. Là, on va faire de la fibre de carbone qui va bénéficier de la taxe carbone, de la bourse au carbone. C'est-à-dire que grâce à la bourse au carbone, dont vous avez tous entendu parler, ça fait que tout ce qui émet du carbone doit payer, doit acheter des certificats qui vont l'autoriser à émettre ce carbone. Et donc, toute production qui réduit le carbone ou qui n'en émet pas peut produire des certificats. Et ça vient contribuer à son chiffre d'affaires. L'exemple le plus massif et le plus prégnant qui existe en ce moment, c'est Tesla, qui, comme ils sont producteurs de voitures électriques, produisent très peu de carbone. Enfin, leurs voitures émettent très peu de carbone, zéro en fait, on considère que c'est zéro. Ils les vendent à Fiat, qui Fiat, eux, ont beaucoup de retard dans la voiture électrique, et donc sont contraints d'acheter ces certificats pour continuer à construire des voitures thermiques. Et donc ça fait que que fabriquer des voitures thermiques leur revient à eux beaucoup plus cher, jusqu'à ce qu'elles deviennent non concurrentielles. Parce que la bourse du carbone va augmenter dans l'avenir. Le prix du carbone pourrait atteindre, on va dire, $450 la tonne. Et là, ça rendrait la fabrication d'une voiture tout simplement irréaliste. Si c'est une Ferrari thermique, bon, ben, ça va. Même s'il y a 30 000 balles de certificat carbone, le prix de la voiture va l'absorber. Mais si c'est une Fiat à 12 000 euros, voilà, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et donc, ça fait que cette fibre de carbone qui sera issue de la capture du carbone ne va plus rien coûter. Elle sera financée d'abord par les acteurs du carbone, qui donc vont devoir acheter les certificats des entreprises, des usines qui produiront cette fibre de carbone pour pouvoir pour avoir leur production à eux, qui deviendra non concurrentielle. Puis dans un second temps, la filière se sera développée, et comme toute filière qui se développe, si aujourd'hui la fibre de carbone coûte cher, c'est pas parce que la matière première coûte cher ou que la transformation coûte cher. Non, c'est parce que la filière n'est pas développée. Et là, on va avoir une filière de masse qui va se développer, et donc la fibre de carbone ne coûtera plus rien, elle n'aura plus besoin, elle sera autoporteuse, elle n'aura plus besoin des certificats pour exister. Et la fibre de carbone peut remplacer l'acier et l'aluminium, les deux. On fait avec de la fibre de carbone, ce qu'on fait en acier, en tout cas dans des petites structures. Je ne sais pas si on peut faire des super structures comme un super tanker ou un énorme cargo en fibre de carbone, mais en tout cas des pylônes ou des machins comme ça en acier, ça on peut les faire en fibre de carbone. On ne fait pas seulement des mâts de bateaux. On pourrait imaginer, on fait des bateaux entièrement en fibre de carbone. Et donc cette fibre de carbone à base de CO2, ça fait que chaque engin, chaque produit qui est issu de cette fabrication devient un puits de carbone. C'est-à-dire que l'objet, pour le fabriquer, n'a pas ajouté du carbone dans l'atmosphère, il en a enlevé. On a utilisé le carbone de atmosphérique pour produire de quoi fabriquer cet objet. Et donc, on diminue la quantité de CO2. Si vous avez un avion qui vole dans le ciel, qui est construit en fibre de carbone et qui est électrique, ou qui consomme du carburant neutre, eh bien cet avion, il n'est pas zéro carbone, il est carbone négatif. C'est-à-dire que plus il y a d'avions dans le ciel, moins il y a de CO2 dans l'atmosphère. C'est contre-intuitif, mais pourtant c'est logique.
Et donc, ça fait que d'un côté, vous avez le captage du carbone pour faire cette fibre de carbone, et de l'autre, vous économisez le carbone de l'aluminium et de l'acier, qui sont deux industries extrêmement émettrices. Extrêmement. Et donc, ça veut dire qu'on va réduire la fabrication d'acier et d'aluminium très massivement, et donc réduire les émissions de CO2. Vous commencez à comprendre le schéma industriel qui commence à inverser le réchauffement climatique. Mais ça va plus loin, parce que la fibre de carbone a la caractéristique d'être capable de réagir comme un condensateur. C'est-à-dire qu'en alignant les nanotubes de carbone à l'intérieur de la fibre, on peut y stocker de l'énergie. Autrement dit, un véhicule en fibre de carbone peut devenir son propre stockage d'énergie. Il n'y a plus besoin de batterie, ou très peu. On met moins de batterie, puisque l'énergie vient stocker directement dans sa structure. Et donc, on se retrouve avec un volume énergétique plus grand, avec un véhicule qui est plus léger, et donc moins gourmand. Ce qui fait qu'on augmente mécaniquement l'efficience du véhicule, et donc avec de moins en moins d'énergie, on va de plus en plus loin, de plus en plus vite, et donc on a besoin de moins en moins de ressources pour faire des batteries, puisqu'on en fait de moins en moins, et donc on devient de moins en moins polluant. Et puis plus on fait de véhicules, et moins il y a de CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, avec le CO2, on sait aussi fabriquer de la protéine alimentaire. La protéine alimentaire synthétique, qui est parfaitement saine, qui offre l'avantage de pouvoir être introduite dans des aliments synthétiques. Alors il y en a qui disent oh, mais synthétique c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Il y a pas de raison. De plus en plus de gens aujourd'hui à midi ne prennent pas le temps de manger. Ils se font un shaker de poudre mélangé avec de l'eau et voilà, ils ont eu leur succès d'année de repas qui marche très bien, qui passe très bien la faim, et puis qu'on peut équilibrer. Et l'avantage de pouvoir équilibrer l'alimentation comme ça, par ce biais-là, c'est qu'il faut imaginer qu'un jour, on va profiler l'alimentation. C'est-à-dire que nous aurons notre profil ADN va nous donner de l'alimentation jaune, ou alors bleue, ou verte, ou rose, je ne sais pas. Et donc, vous savez que l'alimentation qui vous convient, c'est celle de cette couleur. Quand vous allez faire vos achats de produits de plats préparés, vous pouvez imaginer plusieurs sortes de plats préparés qui sont tous identiques, mais avec des couleurs différentes. Et en prenant celui qui correspond à votre couleur, vous allez vous préserver de l'obésité, du diabète, vous allez limiter les effets de Parkinson, d'Alzheimer, etc. Ça ne vous interdit pas le soir de manger un vrai repas avec des vrais légumes, avec de la vraie viande et consorts. Quand on parle de viande synthétique, on en parle de plus en plus souvent, de la viande de culture. Honnêtement, si 30% de la viande mondiale est de la viande de culture, puis qu'elle vient s'ajouter dans les raviolis ou les lasagnes, où il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand vous achetez une boîte de raviolis Bolo à 1,29 €, là, Panzani, je sais pas quoi, dedans, il n'y a pas de viande. Hein. Il y a du tissu conjonctif, il y a du cartilage, il y a du gras, il y a des résidus animaux, il n'y a pas de viande. C'est pas qu'il y a du bon muscle, voilà, c'est pas le cas. Donc là, on ajoute de la vraie protéine. On augmente la qualité du ravioli. Voilà ce qu'on fait. Puis en augmentant la qualité du ravioli, on diminue aussi la quantité de résidus de viande nécessaires. Donc imaginez que 30% de la viande mondiale soit synthétique. Ça fait qu'on pourrait se passer de 30% de l'élevage industriel mondial. C'est énorme, c'est colossal. L'incidence sur l'environnement est colossale. Donc non, c'est pas de la merde. Il faut le considérer. Alors évidemment, vous me direz, je suis le premier convaincu que d'ici la fin du siècle, l'humain ne mangera plus de viande. Et puis aujourd'hui, on doit manger 2 fois, 3 fois moins de viande. C'est un fait. Mais c'est un fait aussi qu'on peut réduire l'incidence de l'élevage par ce moyen-là. Donc c'est une nouvelle industrie qui se crée, qui consiste à réduire l'élevage industriel. Il ne faut pas la voir comme une industrie de fabrication de bouffe artificielle. Il faut la voir comme une entreprise de réduction de l'élevage industriel. Et donc si 30% de l'alimentaire mondial, pas seulement de la viande, de l'alimentation mondiale, et se trouve sous forme de poudre qu'on avale à midi.
eh bien, ça fait que l'agriculture doit produire 30% moins de nourriture. Rendez-vous compte de l'incidence. L'agriculture est aujourd'hui le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. C'est aussi le premier, pardon, la première source de conséquences de déforestation en conséquence. C'est pour l'agriculture qu'on déboise, qu'on défriche, qu'on détruit, qu'on pollue. Il suffit de penser aux algues vertes, il suffit de penser à l'Amazonie, il suffit de penser à l'huile de palme en Indonésie, etc., etc. L'agriculture, c'est désastreux à tout point de vue. C'est des tracteurs qui passent des heures et des heures et des heures à brûler des millions de litres de carburant qui vont épandre des mégatonnes de produits chimiques qui détruisent le sol. C'est du labour qui tue la terre, qui érode les sols, qui mélange bien le sol pour être sûr qu'on utilise bien la dernière molécule d'élément végétal. Et donc, ça fait qu'on se retrouve à terme avec un environnement qui est pollué, contaminé, détruit par l'agriculture. Et donc, si on remplace l'agriculture par une autre qui sera moins destructrice, elle ne sera pas forcément aussi productive. En tout état de cause, nous serons de plus en plus nombreux d'ici là. Il est prévu que nous soyons quand même 10 milliards d'ici 2050. Et en plus de ça, nous devons lutter contre le réchauffement climatique et reboiser la terre. Pour pouvoir cumuler ces trois conditions, c'est-à-dire nourrir de plus en plus de monde, amender les sols, donc ça veut dire avoir une agriculture de restauration, pas de conservation, de restauration, que nous devons restaurer la nature. On doit lutter contre le réchauffement, restaurer la nature, reboiser, nourrir 10 milliards d'individus. La quadrature du cercle est évidente. Je veux dire, ça va pas tomber du ciel. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a l'exploitation de l'océan, comme Günther Pauli le dit très justement. Dans l'océan, sous l'océan, la culture pousse en 3D. Aujourd'hui, quand vous faites pousser du maïs quelque part, vous avez une tige qui monte à 3 mètres, puis vous avez 2-3 épis comme ça, et c'est ce que vous mangez. Quand on cultive des algues, les algues peuvent faire 6 mètres, puis on mange les 6 mètres. Donc voilà, sur une surface équivalente, on produit beaucoup plus. Et contrairement à ce que certains pensent, les algues c'est délicieux. Hein. Tout le monde dit que les algues, enfin tout le monde, beaucoup disent que les algues c'est quand même pas très appétissant. Eh ben il faut savoir quand même que quand vous allez chez McDo ou chez Burger King, leur steak c'est d'abord des algues. C'est 100% pur bœuf. Mais c'est 100% pur bœuf que pour la partie viande. Hein. Après, c'est de la panure, c'est des algues, c'est des aromates. Donc, voilà, hein. C'est de l'huile végétale, etc., etc. Donc, je veux dire, des algues, on en mange tous les jours. Et donc, les algues sont quelque chose qui est éminemment efficace. C'est une nouvelle industrie. Cultiver l'océan, ça veut dire une nouvelle industrie de machines qui seront conçues pour aller exploiter l'océan. Et ces machines, qui sont des machines agricoles sous-marines, c'est la même chose que dans l'industrie de la nouvelle agriculture. Parce que l'agriculture du XXIe siècle, c'est aussi une nouvelle industrie. C'est une industrie, la ferme du futur. Alors il y a la petite exploitation familiale. Nous allons devoir... on est allé trop loin dans la mondialisation. Faut faire attention avec la lutte contre la mondialisation, en particulier dans le secteur agricole. C'est la mondialisation agricole qui a mis fin aux famines. Sans la mondialisation agricole, on s'expose avec des productions locales, on s'expose à des périodes de famine. Quand tout d'un coup il y a disette, notre production n'étant plus introduite dans le schéma mondial, dans le quota mondial, eh bien ma foi on s'en passe. Parce qu'il y a plus qu'il faut pour nourrir la population. L'intérêt de la mondialisation, c'est de mettre tout ensemble, ça fait un gros paquet. Et chaque année, il y a une année, c'est les États-Unis qui ont une mauvaise récolte, une année, c'est la Russie, une autre année, c'est l'Afghanistan, une autre année, voilà. Et ça fait qu'on n'y voit rien. On n'y voit rien parce que le volume total, lui, est toujours le même. Même s'il y a des pertes ici ou là, c'est toujours le même volume. Et donc, on répartit ça entre toute la population. C'est ça, la mondialisation agricole. Si on sort de ça, si on prend trop d'autosuffisance alimentaire, eh bien, on en revient à ce qui prévalait au 19e siècle. Et donc, on s'expose aux éléments
Et à un moment donné, on va avoir pénurie. C'est obligé. Mais on peut avoir une grosse fraction d'autonomie alimentaire. On peut, euh, on peut envisager d'avoir 30% d'autosuffisance alimentaire totale, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme de ces 30% vient de chez nous, localement produit sur place. Parce que si tout d'un coup ces 30% ne représentent plus que 18% lors d'une pénurie, les, les 12% qui manquent, on va les trouver sur le marché. Donc il y aura pas de famine. Donc on a cette capacité. Et puis ensuite, il y a d'autres moyens aujourd'hui. C'est unique dans l'histoire et c'est une nouvelle industrie, la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain a à voir avec l'alimentation? Mais attendez, la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est juste des certificats. C'est juste un système de certification, de traçage de n'importe quoi, n'importe quel produit. Alors ça peut être une monnaie, ça peut être de l'or, ça peut être des bijoux, ça peut être des œuvres d'art, et ça peut être de l'alimentaire. La mondialisation agricole, avant on n'avait pas les technologies de suivi, donc ça fait que le paysan récolte, on vient chercher avec un camion, on envoie tout ça dans des coopératives de centralisation, tout ça, ça vient mélanger, ça part ensuite sur des bateaux, c'est réparti à travers le monde. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus besoin de faire ça, il suffit que le paysan récolte, le volume existe, donc on le déclare sur un certificat, et c'est sur le certificat qu'on va spéculer, qu'on va acheter et vendre. On n'a plus besoin d'avoir des bateaux avec, avec 1500 tonnes de blé qui pourrit. Les traders peuvent se les échanger la même chose qu'aujourd'hui, et donc ça fait que les pays peuvent se répartir au travers de la finance la nourriture mondiale. Et plus que ça, les traders, ça peut être vous. Et ça, on en parlera dans l'épisode suivant. C'est-à-dire qu'on arrive dans un niveau de réseau aujourd'hui où tout le monde peut être concerné par chaque pan de l'économie. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que une élite qui se partage des titres, qui représentent des éléments concrets. Aujourd'hui, ces éléments concrets, on n'a plus besoin de les déplacer. On peut, grâce au réseau, envisager un système de mondialisation quasi totale qui permette de produire des biens sur place, comme s'ils avaient été fabriqués ailleurs puis importés. C'est une nouvelle industrie. Et donc, ça fait qu'il faut envisager comme ça toute cette systémique dont je vous parle, d'une économie complètement intégrée. Dans l'agriculture de demain, pour la grande culture, la petite culture, on aura des exploitations à taille plus familiale, même éventuellement permacole, c'est-à-dire on a vu que des mini-exploitations de 1000 mètres carrés en permaculture peuvent être rentables, si on n'a pas trop de dettes dessus. Donc, on va avoir de plus en plus de gens, ça peut être plus ou moins des idéalistes, beaucoup vont caler parce que ça reste pénible quand même, hein, c'est un métier très 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 dur, pratiqué comme ça à la main. L'agriculture manuelle, quand on a 25 ans, qu'on est citadin, qu'on n'y connaît rien, on est exalté, on se réjouit de le faire. Quand ça fait 35 ans qu'on l'a dans les gencives, on voit les choses un peu autrement. Mais la grande culture, par contre, sera faite de machines autonomes, de tracteurs autonomes, électriques qui vont aller travailler dans les champs. Ce sera des petits robots qui vont désherber. Il y aura plus besoin d'intrants, il y aura plus besoin de produits chimiques. On va les semer, récolter, désherber. On va aller faucher, on va aller endainer, on va faire tout ce qu'il faut avec des machines agricoles qui sont autonomes. Ça va libérer du temps pour l'agriculteur, pour l'exploitant agricole, qui aura un métier plus passionnant parce que plus technologique. Et ce temps libéré, lui, il se contente de donner l'ordre à la machine, de préparer son travail. Il le fait sur ordinateur, puis la machine s'en va, elle va travailler. Et donc, ça va lui ouvrir la possibilité de la diversification. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le prix des produits pour qu'il puisse vivre, eh bien, il va se mettre à produire de l'énergie. Des panneaux solaires sur les toits de ses hangars, une centrale de méthanisation qui va produire du gaz, de la chaleur, de l'électricité. Parce que donc, quand on méthanise les extraits agricoles, on ne produit pas que du méthane. Ce méthane, on peut le brûler directement dans une turbine qui va entraîner un générateur et donc donner du courant. Mais on peut aussi l'utiliser pour l'injecter sur le réseau et se chauffer avec, ou cuisiner.
On peut l'utiliser dans les véhicules. Et donc, ça fait que ça devient un carburant complètement neutre. Vous faites tourner un tracteur avec votre centrale à partir du gaz de votre centrale de méthanisation, de votre biogaz. Vous émettez zéro CO2. Votre tracteur, il fonctionne comme avec du pétrole. Hein. Faut pas... Et donc, ça fait qu'on crée une nouvelle industrie de l'énergie renouvelable, des centrales à méthanisation. Et donc, ça crée de la diversité comme ça. Ça veut dire que cet agriculteur va pouvoir générer des circuits courts, s'organiser en circuits courts. Circuits courts qui vont pouvoir inclure éventuellement la grande distribution. Vous avez vu que la grande distribution aujourd'hui est en train de s'orienter vers le circuit court. C'est-à-dire qu'au lieu que le paysan vende à une grosse centrale d'achat, qui va ensuite vendre à des grossistes qui vont vendre aux centrales d'achat des supermarchés qui ensuite vont dispatcher. Les supermarchés vendent directement les produits locaux. De plus en plus, il y a carrément, il y a encore quelques années, il y avait carrément un rayon de produits locaux. Maintenant, on retrouve ces produits locaux directement dans les linéaires. C'est-à-dire qu'il est devenu courant. Vous allez dans le linéaire viande et vous voyez, vous prenez un paquet, puis vous voyez que la vache, elle vient du paysan du coin. Vous avez la traçabilité, voilà, ferme de machin à tel endroit, voilà. Donc ça veut dire on s'oriente de plus en plus vers cette solution. Et donc ça fait que le circuit court va s'organiser, ça donne un peu plus de travail à l'agriculteur, mais il a moins de travail au champ. Et donc on crée une nouvelle activité plus intégrée. Et où les Athéniens s'atteignirent, c'est là qu'il faut comprendre cette logique systémique de la chose, c'est que tous ces robots qui vont travailler dans les champs, ces petits robots qui vont aller désherber les vignes, qui vont aller désherber les champs d'asperges, ils seront en fibre de carbone à base de CO2. Les pièces en plastique qui seront là, elles seront à base de CO2. Donc ça fait que l'agriculture non seulement va moins émettre, puisque du coup elle sera devenue plus écologique, elle va moins polluer, elle va moins éroder les sols, on va cultiver sans labourer, on va faire du semi-direct, sous couvert végétal, etc., etc., etc. Donc ça va amender les sols, on va restaurer l'environnement. Mais en plus de ça, les machines qu'on va utiliser vont réduire le carbone de l'atmosphère. C'est une industrie c'est une industrie monstrueusement performante, qui n'a rien d'extraordinaire parce que c'est exactement la même que celle du XXe siècle. Ça n'a rien d'utopique, c'est la même que celle du XXe siècle, sauf qu'au XXe siècle, on le faisait à partir du pétrole et avec des masses d'ouvriers, alors qu'au XXIe siècle, on va le faire avec du CO2, avec des masses d'automatisation. Et ce faisant, on va créer de nouveaux emplois, parce que de fabriquer des éoliennes ou des centrales houlomotrices, ça produit de l'emploi, mais beaucoup moins. C'est de l'emploi de bonne qualité, de bien meilleure qualité que celui qu'on a aujourd'hui, à force de l'éroder pour que tout le monde travaille, mais beaucoup moins d'emplois qu'il n'en a existé avec l'industrie lourde. Et donc, ça va libérer une masse euh, de gens de leurs fonctions. Et ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode prochain. L'insertion de cette population dans ce schéma, quel rôle elle va jouer, comment elle va en bénéficier et en profiter pour son enrichissement personnel. Parce qu'en fait, l'objet, c'est ça. Si vous travaillez aujourd'hui, si vous avez un emploi, c'est pour votre enrichissement personnel. Alors, le travail n'a jamais rendu quelqu'un riche, hein, on le sait. Mais je veux dire, vous travaillez pas gratuitement. Je veux dire, si vous y allez, c'est bien parce que vous avez besoin de manger. Et donc là, ça sera pareil au XXIe siècle, sauf que votre revenu aura d'autres origines, beaucoup plus interactives, parce que une part d'entre nous, aura plus d'utilité dans son travail, puisqu'on aura libéré la masse de salariés qui a une fonction aujourd'hui inutile et j'allais dire dégradante, c'est pas vrai, elle n'est pas dégradante, elle est génératrice de souffrance. Aujourd'hui, le travail induit de la dépression. Il y a très peu d'épanouissement au travail aujourd'hui. Et donc là, on va rendre le travail épanouissant. On va faire en sorte que ceux qui sont indispensables restent aient un travail choisi et donc bien rémunéré parce qu'ils ont une vraie fonction dans l'outil de production. Et les autres auront une autre fonction dans un autre outil de production beaucoup plus collaboratif dans l'économie contributive. Et donc elles bénéficieront d'un revenu contributif. Et c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant. Là, j'espère que j'ai été
assez exhaustif. Euh, je vois qu'il y a 42 commentaires, mais je peux pas les lire. Donc voilà. Alors s'il y a des questions, c'est le dernier moment pour les mettre, mais je ne sais pas pourquoi je ne vois plus le. Ouais, je ne vois plus les questions. Donc voilà, il y a un bug sur Facebook. Alors écoutez, ben, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions parce que tout ce que je vous ai dit là est beaucoup plus vaste que ça. Je ne peux pas vous dire en une heure de quoi sera fait l'avenir. Vous pensez bien, parce que l'industrie, c'est beaucoup plus vaste que ça. La publicité aussi, c'est une industrie. Tout est une industrie. Et là, on va générer des tas d'activités qui aujourd'hui n'existent pas, qui ne sont pas possibles et qui ne nécessiteront pas d'usines, d'industrie comme nous l'avons connu au XXe siècle. On l'a vu aujourd'hui avec les makers. C'est des nouveaux métiers. Alors, n'hésitez pas, on vous répondra et au prochain live. Salut!